Bonjour à toutes et à tous. Les langues vivent leur vie. Elles changent en fonction de leur usage et en fonction des modifications qui se produisent dans la culture. Les vocabulaires et les syntaxes s'adaptent à ces usages. Mais à côté de ce développement naturel, entre guillemets, des langues, il existe des volontés plus ou moins explicites de les modifier et même d'imposer de nouveaux codes à des fins idéologiques. C'est la conséquence que nous avons tirée de quelques faits divers auxquels nous avons été exposés ce dernier temps. Ainsi, nous avons appris qu'une professeure de danse est censée de ne plus utiliser l'expression « homme » et « femme » pendant ses cours, mais plutôt les termes « leaders » et « followers ». C'est cette volonté d'imposer des nouveaux usages de la langue à la langue que nous avons appelé la police de la langue. Afin de discuter de ce phénomène, nous avons invité pour notre divan dans le monde aujourd'hui Jana Grinspun, linguiste, analyste du discours et particulièrement intéressée par l'analyse des médias et de la propagande. L'actualité de la psychanalyse, elle, sera consacrée à un événement. L'apparition toute récente d'un nouveau recueil d'articles de Jacques Lacan intitulé « Premiers écrits » aux éditions du Seuil, à l'initiative de Jacques-Alain Miller. La chronique de notre collègue Carole de Wombrochi-Lassagna sera pour Studio Lacan une occasion de marquer et de célébrer cet événement. Jingle de transition et c'est parti. Jana Grinspun, bonjour. Nous sommes enchantés de vous recevoir aujourd'hui. Peut-être une première question pour débuter cette conversation. La police de la langue, finalement, qu'est-ce que cette expression recouvre pour vous? Et est-ce qu'elle serait la conséquence de ce que vous avez dénoncé par ailleurs dans certains de vos travaux, qui tiendrait de l'idéologisation de la langue? Alors, l'expression que vous utilisez, la police de la langue, évoque plusieurs choses. D'abord, la surveillance, ensuite le contrôle, mais aussi l'idéologie. Alors, quand on parle de l'idéologie, toutes les idéologies se sont emparées de la langue pour s'en servir comme l'instrument de l'emprise. Là, c'est une des choses qu'on connaît tous quand on pense à l'histoire du XXIe siècle. Alors, de l'histoire récente, on peut penser à l'époque soviétique, parce que les soviets ont réussi à créer une langue qu'on appelle la langue soviétique. On peut penser aussi à la langue du Troisième Reich. Vous avez tous lu Victor Klemperer, et donc il en parle de manière très brillante. On peut penser aussi à une nouvelle langue qui a été inventée par Orwell. On peut penser à la langue de politiquement correcte, qui, elle, correspond toujours à l'idéologie que Shmuel Trigano appelle l'idéologie dominante. Donc ça, c'est lié aux idéologies. Alors, par ailleurs, je pense que ce que vous appelez la police de la langue, ça relève de deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce que nous appelons le phénomène d'usage, l'usage de la langue ou le discours. Et le deuxième phénomène dont on parlera ici pendant cette émission, c'est l'intervention sur le système de la langue qui est considéré comme non parfaite. Commençons par le premier. Et d'ailleurs, avant de commencer avec les exemples, je voudrais bien rappeler que la première police de la langue est bien décrite dans la Bible, dans le livre des Juges. Le livre des Juges, chapitre 12, vous avez les gens de Galaad et vous avez les gens d'Éphraïm qui n'arrivent pas à partager certains territoires. Et donc, il y a un test à passer. Les gens de Galaad disent aux gens d'Éphraïm, dites Chiboulette, quand les Éphraïmites veulent s'enfuir. Et le problème, c'est que les gens d'Éphraïm n'arrivent pas à prononcer le ch. Donc la prononciation n'est pas correcte, ils prononcent ciboulette et ils sont tués.
Et donc, on a un certain nombre de personnes, de milliers de personnes qui sont tuées. Et donc, c'est vraiment la police linguistique qui permet de trouver ou d'identifier les siens. Parce que si vous ne parlez pas comme il faut, c'est donc que vous êtes adversaire ou vous n'êtes pas celui qui parle comme il faut. Donc ça, c'est vraiment le cas qu'on connaît. Bon, ça, c'est pas de l'idéologie, c'est de la guerre qui permet de repérer qui est qui. Mais si on pense, je reviens en arrière dans cette époque soviétique, si on pense à l'idéologie, donc vous avez à peu près partout l'idéologie qui a essayé de s'emparer de la langue. Par exemple, à l'époque du marxisme-léninisme, quand les bolcheviks ont pris le pouvoir, Lunacharsky, qui était le premier commissaire à l'instruction publique communiste, écrit dans un article qui s'appelle « La latinisation de la langue russe », enfin il écrit l'article en 1930, il relate la conversation qu'il a eue avec Lénine. Et Lénine lui dit « Il faut absolument faire passer des réformes de la langue pour marquer, et là je cite de mémoire, la rupture avec les vestiges de l'ancien monde ». Et donc, c'est quand même assez significatif. Donc, on a ça. On a aussi l'histoire des mouvements nationalistes en Allemagne qui voulaient épurer la langue allemande des mots étrangers pour la rendre plus pure, plus nationaliste, plus correcte, plus proche du peuple. Donc, à chaque fois, quelle conclusion on peut en tirer? Que tous les révolutionnaires de la langue, ou les révolutionnaires en règle générale, pensaient que toute révolution ne passe pas seulement par le changement des choses, elle passe aussi par le changement des mots. Et donc, quand on parle des régimes totalitaires... Donc, on a une révolution, il y a la police de la langue qui apparaît, qui surgit à ce moment-là. Mais on n'est pas obligé d'avoir la révolution pour avoir de la police. Simplement, c'est un exemple drastique de l'existence du régime totalitaire. Or, nous, aujourd'hui, nous ne vivons pas au sein du régime totalitaire. Dans ce régime totalitaire-là. Mais alors, quand on évoque finalement la police de la langue, ça pose quand même finalement l'idée que la langue serait criminelle, au fond, puisqu'elle fait des victimes. Alors Je réponds à votre question en donnant 3 exemples pour que nos auditeurs comprennent de quoi on parle. Et ce sont des exemples concrets de surveillance. Donc, les régimes totalitaires, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Premier exemple concret, c'est ce qui s'est passé avec Joanne Rowling, c'est l'autrice de Harry Potter, qui, peut-être vous le savez, s'est moquée des gens qui préconisent les paraphrases lorsqu'on dit femme. On ne dit plus femme, parce que c'est infamant, mais on dit les gens qui menstruent, people who menstruate. Et donc, elle s'est moquée dans un tweet en disant « People who menstruate, rappelez-moi, il me semble qu'il existe un mot en anglais pour ça. » Et donc, elle est en plaisante. « Womanhood, et donc, elle cherche le mot pour rappeler qu'il y a quand même un mot qui existe. Et ça lui a valu une campagne de harcèlement sur Twitter. Elle a été appelée transphobe. Et non seulement ça, parce qu'on peut être appelé transphobe, on n'en meurt pas. Comme on pouvait mourir de l'utilisation des mots incorrects en vivant au sein du régime totalitaire. Elle a eu les problèmes au sein de sa maison d'édition. Et ses co-auteurs, enfin les gens qui ont travaillé avec elle dans la même maison d'édition, ont décidé de la quitter sous prétexte que ce n'était pas possible de supporter une femme pareille. Et justement, vous avez parlé dans votre introduction de Valérie Plasnet, me semble-t-il, c'est la professeure de danse qui a quitté l'école prestigieuse Sciences Po. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu respecter la nouvelle charte linguistique. Et c'est là où on a un très bon exemple de la police linguistique. La charte précise que lorsqu'on donne un cours de danse, on ne dit pas femme et homme, mais on doit dire, comme vous avez dit, Gil, follower, leader. Alors c'est très intéressant parce que follower, leader, ce sont des mots qui viennent de l'anglais. Pourquoi ces mots-là? Parce que l'anglais, c'est une langue qui n'a pas de genre. Or, quand on parle du français, dire femme et homme, ça veut dire c'est reconnaître l'existence de la différence sexuelle. Et ce n'est pas bien aujourd'hui, dans certains milieux. Et donc, elle refuse d'appliquer ça et elle part. En partant, juste une remarque à propos de cette nouvelle charte linguistique qui concerne les cours de danse. Jamais dans les écoles de danse que j'ai pu fréquenter personnellement pendant 20 ans de ma vie parisienne, on utilisait ces termes. On parlait des hommes et des femmes ou bien des partenaires. Alors finalement, là, dans la question, dans la manière dont vous répondez, on voit que d'un côté, quand les accusations visent le genre ou la langue étant masculiniste, il y a d'un côté une accusation de la langue comme étant sexiste et d'un autre côté, le mot infamant, le mot criminel et le mot qui crée des victimes, c'est le mot femme.
Et hommes. Femmes et hommes. Alors, à cela, il y a plusieurs réponses. Et pas seulement homme-femme, il y a d'autres mots qu'il ne faut pas utiliser. Par exemple, lors d'une sélection d'un collègue pour un poste de maître de conférence en linguistique, le comité de sélection a auditionné plusieurs candidats. Et parmi ces candidats, il y avait une femme. Et donc, un collègue a proposé carrément de nommer cette femme pour qu'il y ait une femme. Et alors je protestais en disant, mais nous cherchons des compétences, nous ne cherchons pas un sexe particulier. Et j'ai été reprise de manière assez agressive, on m'a dit, on dit plus sexe, on dit genre. Et c'est surtout la modalité déontique qui est coercitive, qui m'a étonnée. On dit plus. C'est-à-dire que les gens maintenant font la police sans qu'on leur demande de le faire. Et là, en l'occurrence, ça ne convient pas parce que ce que vous dénonciez, c'était justement quelqu'un qui se focalisait sur l'anatomie puisqu'il cherchait un sexe pour convenir à un poste. Et parce que sinon, on aurait pu considérer que justement, on aurait pu recruter une femme qui se pensait homme. Donc, ça marche pas jusqu'au bout. En plus, il y a une contradiction dans la façon dont on vous a répondu. D'un côté, on voulait recruter une femme pour ce poste, et quand vous dites on va pas recruter en fonction du sexe, on vous répond on dit pas sexe, on dit genre. Bon, c'est pas tout à fait cohérent, mais... Voilà, donc ça c'est un exemple très concret qu'on vit au sein de l'institution universitaire. Maintenant je reviens à ce que vous avez demandé sur la criminalisation de certains mots et la criminalité de la langue elle-même. C'est quand même une condition, c'est une conception assez délirante de la langue qui pense que la langue est coupable de quoi que ce soit. La langue est un système de signes linguistiques et c'est un système virtuel. Et finalement, dans cette conception qui relève pour moi de la pensée magique, on considère que les mots qu'on utilise renvoient aux essences des choses et que ces mots sont conditionnés par l'essence des choses ou des êtres. Or, ça ne fonctionne pas de cette manière parce que la langue est un système et pas le discours. Là, je parle vraiment du rapport entre les signes. Et les signes ne renvoient pas uniquement aux choses du monde. Il y a aussi l'interaction entre quand on ne parle pas avec des mots. On parle avec des déterminants, des prépositions, des adverbes, des adjectifs. C'est-à-dire pas seulement les éléments de la langue qui réfèrent à quelque chose. Et donc, dire que la langue en tant que telle, ses propriétés formelles, sémantiques, syntaxiques, morphologiques ou phonologiques, on pense à Chibolette, sont criminels, c'est une conception complètement inédite de ce système. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on accuse le système qui est virtuel, qu'on ne voit pas, qui est évanescent, qu'on ne peut pas toucher, des crimes qu'on peut imputer à quelqu'un qui a une intention de commettre ce crime. Il n'y a pas une intention de la langue. Non, le système n'a pas d'intention. Il n'y a pas une intention de la langue même, mais en même temps, il y a des modifications, c'est ce que j'ai dit aussi dans l'introduction, il y a des modifications qui se produisent en fonction des modifications dans la culture. Par exemple, vous le dites vous-même quelque part dans un de vos écrits, il y a un temps 1 et un temps 2. Il y a d'abord la modification sociétale, par exemple, l'obtention de l'égalité de femmes, et dans un deuxième temps, la langue prend acte de ça, et on commence l'écriture inclusive. Et là, on n'est pas encore dans la police. C'est pas encore la police. Non, ça c'est autre chose. Alors, c'est autre chose. Mais ça c'est lié à la première question qui m'a été posée par Déborah. Vous avez absolument raison, mais là encore, nous sommes toujours dans la conception où la langue, c'est le lexique. Parce que quand on parle de l'apparition des néologismes ou des mots nouveaux, nous sommes dans le domaine du lexique. Peut-être quand on parle on a parlé avec vous des pronoms, c'est encore autre chose, mais on va l'aborder dans quelques instants. Oui, exactement. J'ai toujours dit que la féminisation des noms de métiers, c'est un phénomène naturel, et c'est pas uniquement moi, c'est toute la communauté linguistique derrière qui est d'accord. C'est un phénomène qui a été bien décrit au début du XXe siècle par des grands linguistes français, et qui a continué d'être décrit aujourd'hui. Et donc ça, c'est la société en fait qui influence le langage de façon naturelle entre guillemets. Mais on peut aussi considérer qu'il y a un mouvement inverse, c'est-à-dire que la langue elle-même est une création et qu'elle modifie la société en retour. Vous avez évoqué la langue du Troisième Reich de Klemperer. Enfin, donc l'Empereur témoigne. C'est une langue qui a créé des effets sociétals de ségrégation et de violence. Donc on peut supposer aussi qu'il y a des effets qui sont salutaires de la langue. Et à ce moment-là, on peut se demander, est-ce que la revendication féministe de modification du langage
de la langue afin d'obtenir plus d'égalité est une revendication légitime, puisque la langue peut influencer la société. Alors, quand vous dites ça, il y a plusieurs choses. C'est la conception de la langue, parce que quand on lit attentivement Klemperer, il faut bien comprendre que Klemperer a utilisé le même allemand que Hitler a utilisé en écrivant Mein Kampf. C'est le même système linguistique. C'est encore une fois la manière de percevoir ce qu'est langue. Vous parlez de ses usages. Quand vous dites le langage de Klemperer a parlé du discours. Il a parlé de l'installation de certaines formules. Ou, comme l'expliquait Orwell, et avant lui, un écrivain russe, Evgeny Zamyatin, dont Orwell s'est inspiré dans son roman qui s'appelle Nous autres, et il décrivait la manière dont on appauvrit la langue ou dont on crée des formats, des patrons discursifs que tout le monde doit utiliser. Alors, ça, c'est une chose. La langue n'est pas que le lexique. Et là, dans le cas de Klemperer, c'est l'usage de ce que la langue vous permet de faire. Elle appartient à tout le monde, c'est un bien commun, ou plus exactement, c'est une institution symbolique que nous possédons tous, sans aucune exception, et nous pouvons faire avec cette langue le pire et le meilleur. Alors parlons justement de lexique. On a justement du côté de l'écriture inclusive ceux qui considèrent que la féminisation des métiers, par exemple, ne va pas assez loin et est trop timide, et au fond, il ne s'agirait pas de féminisation, mais de récuser toute possibilité de se référer au genre, notamment pour parler des professions. Alors on a un exemple que j'ai trouvé sur Internet d'un de vos collègues, c'est que pour éviter auteur et autrice, par exemple, il faudrait créer le terme auteur, A-U-T-A-I-R-E, dans lequel, bon, d'ailleurs, il y a une petite équivoque puisqu'on entend se taire, mais auteur, c'est une création, en effet. Qu'est-ce que vous pensez que ce type de création ou de proposition Alors, merci pour cette question. On voit que vous êtes lacanien, hein, on peut parler du signifiant. Deux choses. Encore, c'est le problème qui est lié à la féminisation. Elle se fait de manière naturelle. Elle suit le développement social. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne. On ne voit pas pourquoi... La féminisation n'est pas toujours nécessaire. C'est-à-dire qu'on parle de la féminisation comme si c'était une nécessité et une obligation absolue. Or, quand nous parlons en fonction de la situation et du contexte. Il y a des moments où on est obligé de féminiser pour parler du sexe de celle à qui on réfère ou de celui, d'accord ? Enfin, c'est plutôt celle quand on parle de la féminisation. Il y a des moments où ce n'est pas nécessaire. Et vous parlez du genre grammatical. Donc, il y a plusieurs choses. Vous me permettez de prendre 2 minutes pour que j'explique de quoi il s'agit. Donc la première chose, c'est que quand on parle du genre grammatical, c'est une catégorie qui est de métalangue qui permet de décrire le lexique en toutes les langues du monde, sauf les langues où il n'y a pas de genre, parce que ces langues existent aussi. Et donc le lexique est organisé d'une certaine manière. En français, nous parlons de genres grammaticaux. Ce genre grammatical, c'est vraiment une catégorie qui est inhérente à la description d'un substantif. C'est comme vous et moi, on a 2 jambes, 2 bras, etc. Ça fait partie de notre corps. Le fait d'appartenir à tel ou tel genre grammatical en français, c'est inhérent à la langue. Est-ce que vous pouvez donner un exemple ? Oui, absolument. Parce que c'est très difficile de réduire quelque chose. Je donne un exemple. Oui. Si je vous dis c'est une belle fille, donc le mot fille est au féminin. Ou c'est une belle table. Je donne des exemples de l'humain et de non-humain pour que personne ne me dise que je suis de mauvaise foi. Et donc, vous voyez qu'on ne peut pas dire un fille. C'est-à-dire que le substantif en français ne change pas en fonction du genre. Le genre, comme nous disons dans notre jargon, est grammaticalisé. Il est inhérent au mot. Quel que soit le mot du français, et là je parle de tous les mots, que ce soit les pronoms ou les substantifs, le genre, il fait partie des propriétés inhérentes du mot, d'accord ? Oui. Donc nous avons 2 genres en français, nous avons 3 genres en russe, nous avons 3 genres en allemand, où nous n'avons pas de genre, par exemple, en farsi. Et quand il y a 3 genres, par exemple, en russe, c'est quoi ? C'est le masculin, le féminin et le neutre. D'accord. Mais il faut que je vous donne un exemple pour que vous compreniez de quoi on parle et pourquoi le genre n'a rien à voir avec la réalité extralinguistique, sauf quand il y a une coïncidence entre le genre sémantique et la personne dont on parle. Femme renvoie dans le monde à un être du sexe féminin, d'accord ? Je vous donne un exemple de la nécessité d'existence de cette propriété
pour des raisons qui sont liées au système. Et permettez-moi de vous donner un exemple du russe, parce que c'est un exemple que je trouve très drôle. Vous avez en russe le système de déclinaison, comme en allemand. C'est-à-dire, si en français, nous pouvons parler des fonctions syntaxiques quand on regarde la phrase et on regarde la place du mot dans la phrase, on sait qu'il est la fonction, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, et ainsi de suite, mais les mots ne changent pas de terminaison. Il y a des langues, comme c'était le cas du latin, ou comme c'est aujourd'hui le cas du russe, où la fonction syntaxique est marquée par la terminaison. Et donc, nous parlons des déclinaisons. Par exemple, je peux vous dire en latin, Paulus, Paul, Mariae, amari, pomum, une pomme, donat, à donner. Vous voyez ? Et donc, je peux changer l'ordre des mots parce que c'est la terminaison du mot qui me permet de savoir quelle est la fonction syntaxique de ces mots. Je reviens à mon histoire des genres, parce que le genre, la déclinaison et les nombres en langue sont liés. Prenons le russe. En russe, je répète, il y a un système de déclinaison. Je vais parler lentement pour que ça soit plus clair. Et donc, il y a un certain nombre de verbes transitifs. Je rappelle que les verbes transitifs, ce sont les verbes qui appellent leur complément d'objet direct sans préposition. Or, il se trouve que lorsqu'on a les noms substantifs au masculin, j'aime un homme, donc ces substantifs sont utilisés au génitif. Ils ont une terminaison particulière. Lorsque le verbe aimer est suivi par un complément d'objet direct au féminin, ou quand ce complément d'objet direct est un objet inanimé, il a une autre terminaison et ces mots sont utilisés à l'accusatif. Pour que le féminin accède au statut du génitif, comme le masculin, il faut que ce féminin soit utilisé au pluriel. Et dans ce cas-là, on obtient le féminin au génitif. Vous voyez bon, ce dont c'est vrai je que parle. vous avez... Je donne cet exemple ouais. pour vous dire que c'est quelque chose qui est propre au système de la langue. Ce n'est pas une fabrication des experts, des masculinistes ou des affreux machistes, c'est le fonctionnement inhérent à la langue. Ce qui me permet de dire, pardonnez-moi, c'est que la langue a ses raisons que la raison féministe, raciste, antifasciste ne connaît pas. Oui, mais vous voyez, il y a cette dimension-là, il y a la dimension de l'usage, que Gil me rappelait d'ailleurs quand on préparait l'émission. Et donc, dans l'usage, par exemple, ceux qui considèrent que la langue française est sexiste et invisibilise les femmes, notamment, ou bien, c'est même pas forcément une invisibilisation, c'est que certains mots qu'on féminise ou pas ont une incidence. Et donc, il y avait un exemple qui était cité sur le site d'Alferat, c'était, on dit souvent menteuse, mais on dit pas vainqueuse. Alors que finalement la féminisation est très simple, elle se fait sur le même mode. Donc c'est aussi l'idée pour celui qui parle et qui use de la langue, de la manière dont certains usages selon eux témoignent d'un parti pris tout aussi idéologique que l'idéologisation eux-mêmes à laquelle ils peuvent se prêter. C'est un bon exemple, mais vous savez, il y a parfois, on féminise quand on peut et quand c'est nécessaire. Je vais revenir à notre terre, on n'en a pas parlé. Et on féminise, et on ne féminise pas quand il y a une résistance morphologique. Mais cette résistance morphologique, elle n'est pas idéologique, elle n'est pas intentionnelle. Je vous donne un exemple, même plusieurs. Quand il y a quelque temps, il y avait un film qui est sorti, le film de Disney, Cruella, il s'appelait. Et donc, partout sur les affiches, il était marqué Estella, un escroc pleine de talent, voulait se faire le nom dans le milieu de la mode. Et j'ai trouvé que c'est très intéressant. Il n'y a aucun problème pour dire qu'on parle d'une femme, si c'est nécessaire. Il n'y a pas que la morphologie du substantif, on a les déterminants et on a les qualificatifs. Vous avez le qualificatif, en l'occurrence l'objectif, qui coïncide avec le sexe extralinguistique de la personne dont on parle. Mais le mot escroc n'est pas féminisable, et ce n'est pas l'intention machiste de la langue, c'est la morphologie qui résiste à cela. Je vous donne un autre exemple plus facile, et je vais revenir à la vainqueuse et puis à l'auteur de Alferat. Prenez médecin, il n'y a pas de problème pour féminiser ce mot. On a le féminin de médecin, c'est médecine. Le problème, c'est que ce mot, dans l'usage actuel, désigne l'art de soigner les malades ou de la discipline. Et donc, c'est très difficile de dire « ma médecine est une femme ». On peut dire très bien « mon médecin est une femme ». D'accord ? Donc, pour vainqueuse, je ne vois aucun obstacle à la féminisation. Morphologiquement, c'est tout à fait possible. Et il n'y a pas de problème, vraiment, linguistiquement, de dire vainqueuse. Ça va de soi. Alors, maintenant, je reviens à Auter. Aussi, la proposition d'Alferat, c'est le problème du neutre en langue. Et c'est ce que dit sa grammaire, que j'ai eu le bonheur de lire.
Le problème, c'est l'incompréhension de la manière dont le neutre ou la fonction neutralisante fonctionne en langue. Vous avez en français ce qui déplaît aux féministes parce qu'ils, ou elles, en l'occurrence, confondent les mots et les choses. C'est un terme de la métalangue qui n'a rien à voir avec les organes sexuels du mot. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis personne, quand je dis individu, je ne dis pas personne au féminin, individu au masculin, parce que ça dépend des organes sexuels, de ceux qui sont désignés par ces mots-là. Pas du tout. Et donc, je reviens à la neutralisation. Nous avons en français, comme pratiquement dans la plupart des langues du monde, le fait que la forme du masculin, et c'est une forme morphologique, la forme morphologique, c'est la forme du mot, peut renvoyer au masculin, mais peut aussi neutraliser les oppositions des sexes et les oppositions du genre. Je donne un exemple. Avec auteur, on peut dire Annie Ernaux est la meilleure autrice de l'année. Si je dis ça, dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que parmi toutes les femmes qui écrivent, les femmes écrivaines, Annie Ernaux est la meilleure. Mais si je dis Annie Ernaux est le meilleur écrivain de cette année, ça veut dire écrivain renvoie non pas aux gens avec leur sexe, mais à leur fonction ou à leur statut, à leur occupation. Et donc là, en l'occurrence, c'est plus valorisant de l'utiliser au masculin, de dire que c'est je ne pense pas que ce soit plus valorisant. Je dirais pas ça de cette manière. Je dirais que ça renvoie pas en linguistique. On ne parle pas quand on décrit le système de la valorisation. Ça a un autre sens. Ça veut dire parmi tous ceux qui écrivent, les femmes, les hommes, les transhumains, etc., Annie Ernaux est la meilleure. Mais l'exemple que vous prenez, en tout cas, insiste sur le fait que si on suit à la lettre la question de la féminisation, on produit un effet inverse, parce qu'on réduit d'une certaine façon sa notoriété. On exclut au lieu d'inclure. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que parmi tous ceux qui écrivent, elle est la meilleure, on l'exclut toute une catégorie de ceux qui écrivent. Je donnerai un autre exemple avec un mot épicène. Épicène, ça veut dire c'est le mot qui a la même forme morphologique au masculin, au féminin. Si vous dites Hannah Arendt est la philosophe la plus intéressante du XXe siècle, ça veut dire que Hannah Arendt, parmi les femmes philosophes, est la plus intéressante. Mais si je dis Hannah Arendt est le philosophe le plus intéressant du XXe siècle, parmi tous ceux qui ont produit de la matière philosophique, c'est la plus intéressante. Et donc là, ce que je veux montrer par là, c'est que cette forme morphologique du masculin, c'est une forme, masculin en grammaire, c'est une forme qui permet la neutralisation absolue de toute forme de genre. Je dirais même plus, pour répondre à votre question sur l'invisibilisation, c'est une métaphore que je trouve obscurcissante pour la description de la langue, c'est le masculin qui s'invisibilise dans l'utilisation du neutre. Quand on dit auteur, ou philosophe, il n'y a plus de masculin. Il n'y a que la neutralisation de l'opposition des genres masculin et féminin en français. Donc il faut bien comprendre que c'est le fonctionnement du système. Ce n'est pas l'intention, la volonté de la langue ou de quelques matios. On entend bien que vous décortiquez ces intentions qu'on essaye d'introduire dans la langue pour montrer que c'est une opération qui ne se justifie pas. Mais je voudrais vous poser une question un petit peu à côté par rapport à ça, une question politique, je dirais. À votre avis, pourquoi est-ce que ça apparaît maintenant ? Pourquoi est-ce que cette volonté si forte d'introduire une intention dans la langue, c'est le symptôme de quoi aujourd'hui ? Je suis pratiquement persuadée que c'est lié à ce qu'on appelle l'idéologie dominante. Chaque fois que vous avez une idéologie, vous avez une tentative de faire quelque chose avec la langue. Et donc, c'est quand même un mouvement après la chute de l'Union soviétique, après la chute du mur. Il n'y a plus de communisme, il n'y a plus de nazisme, il faut que quelque chose vienne à la place. Il y a toujours quelque chose qui vienne à la place. Et donc, nous avons ce que Shmuel Trigano appelle l'époque du postmodernisme. Post-marxisme, post-structuralisme, tout ce que vous voulez. On parle souvent en philosophie de la post-vérité. Et donc, cette idéologie, elle est nourrie par plusieurs courants. Par le marxisme certainement, par le protestantisme aussi, mais elle est aussi nourrie par
par les études, et les théories et l'idéologie du genre, et par la montée du féminisme. Et comme dans chaque bonne idée contient déjà les germes de sa fin et de sa destruction. Le communisme, c'était une bonne idée, finalement. Et donc là, on est dans ce cas de figure. Ce qui m'a marqué dans une des lectures que j'ai fait de vos textes, c'est que vous parlez du langage performatif, oui. qui est, enfin, c'est un terme utilisé par les gender studies, qui finalement est un terme linguistique. Donc il y a un usage de la linguistique contre la linguistique, d'une certaine façon. Et je me suis demandé si on peut pas dire que c'est un symptôme c'est un effet de la science. Entre autres, la science linguistique. Vous savez, oui, Lysenko en Russie, c'était aussi l'effet de la science. C'était quelqu'un qui a quand même qui a causé la mort des millions de personnes avec de la science. Et puis c'était quelqu'un qui a fait les études de biologie. Donc il ne suffit pas de prendre un terme, un concept qui fait savant pour en faire quelque chose de scientifique ou de rigoureux, parce que le terme scientifique aussi se prête à beaucoup d'interprétations. Le terme de performativité vient d'Austin, de la philosophie du langage, et Austin parlait de certains actes du langage qui peuvent être performatifs, pas tous. Si je vous dis, je vous déclare mari et femme, et je suis mère, donc dans une institution qui me donne le pouvoir et la légitimité de le faire, par cet acte performatif du langage, vous devenez mari et femme. Mais si je dis aujourd'hui ici, je déclare cette salle le pays souverain, je peux continuer à le déclarer. Aucune performativité ne fera de cette salle un pays souverain, vous voyez. Et donc, Judith Butler, elle et Monique Wittig, c'était des philosophes féministes, post-féministes peut-être, ont pris ce terme de chez Austin, mais je ne pense pas qu'elles aient bien, enfin surtout Butler, que j'ai lu, elle n'a pas compris de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire pour être. Si je dis, vous voyez, c'est ça la performativité du langage. Ça, pour nous, c'est un bon moment de ponctuer notre rubrique, puisqu'il ne suffit pas de dire pour être, renvoie au dernier congrès aux dernières journées de l'école de la cause freudienne, qui était sous le titre « Je suis ce que je dis ». Donc, on se rend compte là-dessus. On doit malheureusement arrêter ici avec vous, Yana, bien qu'on voit bien qu'on pourrait continuer très longtemps, et puis passer à la rubrique suivante, l'actualité de la psychanalyse, jingle, et c'est parti. Bonjour Carole de Vambrochy-Lassagna, on a le plaisir de vous accueillir pour cette actualité de la psychanalyse. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, et vous venez aujourd'hui nous présenter cette toute récente parution des premiers écrits de Lacan au Seuil. Tout d'abord, peut-être une première question, pourquoi ce titre, Premiers écrits ? Je viens de laisser mon petit volume à côté. S'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, de Lacan, nous avons à notre disposition publié, outre les séminaires rédigés par Jacques-Alain Miller, les écrits que Lacan lui-même a publiés en 1966 et les autres écrits rassemblés par Jacques-Alain Miller et publiés en 2001. À quoi il faut ajouter sa thèse sur la psychose paranoïaque qui est publiée en 1975, au Seuil, comme tout ce qui précède. Les travaux des années 30, c'est-à-dire les travaux du jeune psychiatre Lacan, ont été publiés dans les revues médicales de l'époque. Parfois dans des revues prestigieuses, pour certains d'entre eux, comme le Minotaure. Plus tard, elles ont été publiées dans différentes publications de façon éparse. Et donc Jacques-Alain Miller a pris la décision, cette année, de rassembler un certain nombre de ces textes, publiés entre 1928 et 1935, en un seul volume, un petit volume de 150 pages, qui paraît au Seuil ce mois-ci. Alors pourquoi maintenant ? Et comment est-ce que ces textes ont été choisis, Carole ? Alors,
c'est mon interprétation que je donne. Jacques-Alain Miller aborde actuellement la dernière partie de la publication des séminaires. En même temps que ce petit volume paraît le séminaire 14, dont il sera question, je crois, ici également, qui a pour titre La logique du fantasme. Il reste encore quelques séminaires, mais plus beaucoup. Mais souvenons-nous aussi, en 2021, l'année a été marquée par la parution d'un très gros volume magnifique qui avait pour titre Lacan redivivus et qui célébrait l'homme Lacan. C'est-à-dire pour la première fois, dans un volume exceptionnel sur le plan éditorial, qui a marqué l'édition et notre champ aussi, bien sûr, on avait des témoignages de proches de Lacan, on a même eu la retranscription des carnets de rêves de Lacan, d'amis de Lacan, d'intellectuels, et on avait comme ça quelque chose qui nous donnait de la chair à celui qui avait révolutionné la psychanalyse dans les années 50. Et donc on a ce très gros volume et on a ce tout petit volume qui font une espèce de chemin à l'envers qui remonte le temps en quelque sorte vers les années de formation. Ce petit volume, il est fait de 8 textes courts plus une traduction de Freud, d'un texte de Freud. Lacan était germaniste, ce qui faisait qu'il lisait Freud dans le texte, mais également la psychiatrie allemande. Ce qui est très utile quand on prépare une thèse de psychiatrie dans les années 30 en France. Il passe sa thèse et il commence son analyse avec Loewenstein en 1932. Donc réunir ces textes éclaire un parcours de 7 ans finalement qui permet déjà d'apercevoir un point de bascule, une pensée qui à la fois absorbe tout ce qui l'a précédé, mais déjà s'en sépare. Et on sait que le concept de séparation aura une importance plus tard dans l'enseignement de Lacan, mais on voit qu'il cherche ce point de séparation à chaque fois. On peut le lire aussi en termes d'Aufhebung. C'est l'époque où il commence à écouter les cours de Kojève sur Hegel, et l'Aufhebung, c'est dépasser en conservant, c'est tout absorber, mais le dépasser. Alors, quelle particularité finalement de ce jeune psychiatre cultivé dans ses écrits, dans ses premiers écrits ? Alors, Jacques-Alain Miller, dans son avertissement à ce petit volume, en note 3. Il en souligne 3. D'abord, la clinique de Lacan, déjà, est une clinique enracinée dans l'unicité du cas. On parlait de la thèse tout à l'heure. Déjà dans sa thèse, Lacan consacre une grande partie de sa thèse à un cas. Il aurait pu prendre une série, vu sa place dans les hôpitaux. Il prend un cas, le cas aimé. Et finalement, il reprend l'exercice médical classique de la monographie, mais en faisant encore autre chose. Et dans ce sens, il se met dans la suite de Freud, qui lui publie également les cas un par un. Pensons aux 5 psychanalyses et la magnifique série de cas que ça représente. Ça, c'est la première remarque que fait Jacques-Alain Miller. La seconde remarque, elle est aussi très intéressante, c'est que les cas choisis ne le sont pas, contrairement à la tradition médicale, en raison de leur caractère exemplaire, mais au contraire, parce qu'ils sont décalés, parce qu'ils ne collent pas tout à fait dans le paysage, parce qu'ils viennent en contradiction avec une théorie. C'est ça qui intéresse Lacan déjà à ce moment-là. Jacques-Alain dit ils sont atypiques, ce sont des cas atypiques. Alors que la médecine a plutôt tendance à chercher des cas types. Bon, c'est dire que Lacan cherche déjà quelque chose qui ne va pas de soi, qui oblige à repenser les catégories établies, à en inventer, à en penser de nouvelles. Enfin, le troisième point que Jacques-Alain Miller isole, c'est que déjà dans les années 30, Lacan se sert du terme de structure qui lui permet par exemple de parler en 31, de donner pour titre à un de ses articles « Structure des psychoses paranoïaques »,
donc à un moment qui est antérieur à sa thèse, 1931. Et on y voit l'effort donc du jeune psychiatre pour dépasser les contradictions théoriques de son temps qui sont tout à fait réelles et qui ont chacun ayant fondé sa théorie explicative de la paranoïa. D'accord, alors arrêtons un petit peu là-dessus. Quelles sont ces théories? Alors, il y a essentiellement 3 théories de la paranoïa, pour simplifier, prévalent à l'époque. La première, c'est peut-être celle qui est le plus connue du grand public, c'est est paranoïaque celui qui a une constitution paranoïaque. C'est-à-dire qui est méfiant, qui a un jugement qui est faux, qui se trompe de jugement et qui est inadapté socialement. Ça, c'est la première théorie, la constitution. La seconde théorie, elle porte sur le délire d'interprétation. C'est un peu différent. C'est un sujet qui interprète toujours faussement les petits événements de la vie quotidienne, dans un sens le plus souvent péjoratif. Il y a une très jolie phrase de Lacan dans le texte de ce volume qui dit le délire d'interprétation est un délire de palier de la rue du forum. C'est-à-dire vous délirez sur quelqu'un que vous côtoyez qui d'une certaine façon partage sur un certain plan votre mode de vie. Pas de quelqu'un dont vous n'avez jamais entendu parler, qui est à l'autre bout du monde, etc. Alors la troisième conception, donc, qui nous occupe aujourd'hui, elle est connue aussi, c'est la paranoïa comme délire passionnel. Ça, c'est dû à Clérambault, dont Lacan a dit qu'il avait été son seul maître en psychiatrie. Clérambault il est connu par 2 concepts clés qui sont l'automatisme mental et l'érotomanie, dont on se sert toujours et que Lacan a utilisé encore plus tard quand il est devenu psychanalyste dans son œuvre de psychanalyste. Lacan note à l'époque donc que les délires passionnels peuvent impliquer une réaction meurtrière, une réaction suicide ou des fugues particulières, le sujet se sentant poursuivi. Lacan dit même, la question du sujet, c'est jusqu'où vont-ils me poursuivre ? Mais alors, finalement, quel intérêt pratique, dans un moment où la thérapeutique tient à peu de choses, de tels écrits théoriques ? Vous allez voir, très bonne question. Dans ce petit volume des écrits, il répond de certaine façon avec un article de Lacan qui concerne un crime. Le crime des sœurs Papin, l'article a pour titre « Motif du crime paranoïaque, les sœurs Papin ». C'est un article qui porte sur l'importance du diagnostic. De quoi s'agit-il ? C'est une histoire affreuse. Un jour, elle est connue parce qu'elle a donné lieu à des films, à des pièces de théâtre, ultérieurement. Un jour, sans que rien ne l'annonce, dans une maison tranquille d'une petite ville de province, 2 domestiques exemplaires, employés de longue date, assassinent sauvagement leur patronne, la mère et la fille, leur arrachent les yeux et les mutilent. Après cette scène, qu'elles décrivent elles-mêmes comme d'une soudaineté, d'une violence extraordinaire, elles lavent les instruments qu'elles ont utilisés, elles se couchent dans le même lit en disant « en voilà du propre ». C'est leur sang-froid, puisque la police arrive tout de suite, le mari arrive et la police arrive tout de suite, c'est leur sang-froid qui les fera condamner. Comment ça ? Je vous explique. Les conceptions de la paranoïa qui prévalent à ce moment-là sont celles que les experts vont évoquer au tribunal lors de la tenue du procès et qui vont aboutir à la condamnation des sœurs, c'est-à-dire la paranoïa comme constitution morbide, délire d'interprétation ou délire passionnel. Le procès a lieu 1 an après la thèse de Lacan, où il a mis au point sa théorie de la paranoïa, qui tient compte de l'apport de Freud et notamment de la seconde topique et de la pulsion de mort.
Lacan reconnaît dans la pulsion de mort le mécanisme à l'œuvre dans la psychose. Il va donc mesurer en quelque sorte la solidité de sa thèse à l'épreuve d'un fait divers. Le procès a eu lieu 2 mois avant que Lacan n'écrive et ne publie cet article dans le Minotaure, et il est donc remarquable que Lacan réponde tout de suite au... Alors, c'est aussi rendu possible par le fait que le procès a été couvert par 2 journalistes extraordinaires qui s'appelaient les frères Tarot et qui donnent vraiment en 2 articles à 8 jours d'intervalle toute l'anamnèse du cas. Lacan montre que les experts font appel aux conceptions du moment. Là, il les classe pour simplifier en 2 grands courants. Le courant donc de la constitution morbide qui voit dans le vice congénital du caractère le fond de la pathologie, et l'autre qui désigne les phénomènes élémentaires à la base du délire, et donc l'acte criminel étant conçu comme une réaction passionnelle dont la raison est contenue dans le délire. C'est parce que je hais cette personne que je vais la tuer. Or, ces éléments sont absents lorsqu'on interroge les accusés. L'observation ne les retrouve pas, et les propos des accusées elles-mêmes qui disent que non, elles n'en voulaient absolument pas à leur patronne, elles n'étaient pas maltraitées, si on avait voulu on serait parti, disent-elles. Elles ne ressentent aucune haine à leur égard. Bref, rien ne permet de dire qu'elles sont paranoïaques. Mais dit Lacan, il y a une 3e voie explicative. Cette voie reconnaît comme primordiale, à côté des phénomènes élémentaires, du délire et des réactions passionnelles, l'influence des relations sociales, dit Lacan. L'influence des relations sociales incidentes à chacun de ces phénomènes. C'est-à-dire, dans quelle société est-ce que ça se passe ? Dans quelle maison ? Dans quelle ville ? Dans quelle société ? Et Lacan fait de la notion dynamique des tensions sociales, c'est-à-dire quel type de tension il y a, l'élément essentiel de la personnalité et des faits de psychose. Alors à ce moment-là, les choses apparaissent autrement. C'est l'isolement de Christine et de Léa qui apparaît, leur mode de vie singulier. Elles passent leur dimanche enfermées toutes les 2 dans leur chambre de cette maison, elles ne sortent pas. Elles n'ont aucune relation sociale et elles n'échangent aucune parole avec leur patronne. On ne se parlait pas, dit-elle. Lacan reprend cette phrase dans son article. On se souvient alors, si on fait attention à tout ça, quelque chose qui est passé au second plan dans le procès, qu'elles avaient fait une démarche auprès d'un commissaire de police pour que la jeune sœur soit émancipée. Elles avaient une mère avec laquelle elles s'étaient fâchées. Et le commissaire de police les avait trouvées persécutées et il avait conseillé au maître de maison de se séparer d'elles. Ça n'avait pas été suivi d'effet. Ce que montre Lacan, c'est que c'est le passage à l'acte, criminel donc, qui a fait disparaître le délire en diminuant les exigences de la pulsion. C'est ça qui a trompé les experts. C'est-à-dire qu'ils ont interrogé Christine et Léa après le crime, évidemment. Pas avant. C'est un délire à 2 ? C'est un délire à deux, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un texte écrit en 1931 sur les folies simultanées qui figure également dans ce volume et qui est très intéressant. Alors, dans ce crime, il y a 2 criminels et il y a 2 victimes, les 4 femmes, qui vivent en miroir, sans échanger un mot, et qui, à l'occasion d'une banale panne d'électricité, voient le miroir se briser, et c'est l'horreur. Alors, Carole, il faut lire les premiers écrits ? Je crois qu'il faut les lire tout de suite, et d'autant plus que vous aurez la surprise bientôt d'un livre compagnon. Bon, merci beaucoup, merci Carole, à vous. De nous mettre au goût de cet événement. Ce qui est événement pour nous, cette parution d'un volume, d'un recueil de Lacan, des premiers écrits de Lacan, du jeune Lacan. Notre émission touche à la fin. Nous donnons rendez-vous à nos spectateurs le samedi prochain à 18h30 précise pour une nouvelle émission de Studio Lacan. Au revoir.
Au revoir et merci.